Chers amis, bienvenue donc pour ce webinaire que nous vous avons préparé sur l'endométriose et les problèmes de fertilité. Je tiens surtout à remercier les laboratoires Bezin de nous offrir cette opportunité de passer une heure tous ensemble pour pouvoir aborder ces problèmes d'actualité. Nous avons contacté un programme varié avec tout d'abord le professeur Santouli, qui est responsable de l'unité d'AMP à l'hôpital Cochin, qui vous parlera d'endométriose et de fertilité. On parlera aussi avec Louis Marcelin du problème soulevé par la prise en charge obstétricale de patientes qui souffrent de problèmes endométriosiques. Et puis parmi ces problèmes obstétricaux, on est confronté au problème des fausses couches et de leur prise en charge. Et le docteur Lorraine Métro-Mantelet, qui travaille dans l'unité de gynécologie et d'endocrinologie du service, donc fera cet exposé. Donc, nous sommes ravis tous les trois de passer cette heure avec vous. Vous aurez la possibilité de poser des questions à la fin de chaque exposé. Vous pouvez aussi le faire grâce à votre petite icône Q et R. Et donc, afin qu'on ne perde pas trop de temps, je vais donner la parole tout de suite à Pietro Santouli et on va introduire chaque exposé par un QCM auquel vous allez répondre en début de topo et on évaluera ensuite les résultats au terme de l'exposé, de façon à savoir si celui-ci a été informatif et vous a fait évoluer dans votre connaissance. Donc, si on pouvait avoir le premier QCM pour Pietro Santouli, s'il vous plaît. Pietro donc, va vous parler des problèmes d'endométriose et de fertilité, plus particulièrement des spécificités sur l'AMP. Donc, concernant donc, la procréation médicalement assistée chez les femmes atteintes d'endométriose, quelle est la proposition donc, qui est vraie? Donc, il y a une seule réponse à donner. La FIV n'est pas recommandée en cas d'endométriose unilatérale de 6 cm. Les symptômes douloureux s'aggravent pendant la procréation médicalement assistée chez les femmes endométriosiques. Les protocoles antagonistes sont plus efficaces en termes de taux de grossesse que les protocoles agonistes. La FIV augmente-t-elle le risque de progression de l'endométriose profonde? Aucune d'entre elles. Donc, vous êtes invité à voter. On verra les résultats après l'exposé du professeur Santouli. Pietro, c'est à vous pour 15 minutes. Respectez votre temps de parole afin qu'on ait un temps d'échange avec nos amis. Monsieur Chaperon, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Chers confrères, je suis particulièrement émotionné de parler devant un écran, mais la contingence actuelle, notamment cette terrible pandémie, nous oblige. Et je souhaite vivement remercier les laboratoires Bezin pour nous donner cette chance de échanger et de continuer ce qui est une des parties les plus excitantes de notre pratique médicale, qui est l'échange avec les différents confrères de France, Algérie et d'autres pays. On va parler donc d'endométriose et fertilité, en particulier les spécificités de l'assistance médicale à la procréation. Alors, je n'ai rien d'intéressant à déclarer comme conflit d'intérêts et je viens directement au plan. Le plan va parler d'abord de petites spécificités de la prise en charge en assistance médicale à la procréation. On va parler en quelques mots d'un problème important de plus en plus grandissant qui est celui de l'adénomyose associée. On va essayer de discuter autour de l'impact de la chirurgie avant la prise en charge en assistance médicale à la procréation et puis juste une diapositive de conclusion. Alors, j'ai envie de démarrer en partageant avec vous les données du registre américain, le SART. C'est le plus grand registre qui existe et qui recense toutes les fécondations in vitro. Et ce registre est assez démonstratif parce que il montre que les chances de naissance vivante, quel que soit l'âge, sont significativement plus importantes en cas d'endométriose par rapport à la moyenne globale des autres indications. Mais ça, c'est une donnée qui est connue. La prise en charge en assistance médicale à la procréation est un bon traitement pour aider les femmes à avoir des bébés quand elles ont une endométriose. Mais le message qui me paraît le plus important, il est dans les petits ronds qui viennent d'apparaître. En fait, l'indication fécondation in vitro aux États-Unis ne représente que 2,8% de toutes les FIV réalisées aux États-Unis, ce qui veut dire qu'il est clairement sous-estimé. Ça veut dire qu'on fait de la FIV probablement à des patients qui ont l'endométriose et qui ne sont pas connus comme tels parce que probablement parfois on démarre mal la prise en charge de ces femmes et on ne démarre pas en faisant quelque chose qui est simple, qui est un interrogatoire à la recherche des douleurs. Et dans un travail qu'on est en train de finaliser actuellement à Cochin avec Monsieur Chaperon, en se basant sur une population d'environ 900 patientes qui ont de l'endométriose et qui
il y a aussi des endométriosiques et des pas endométriosiques dedans. Il y a 900 patientes qui sont toutes infertiles et on a regardé quels étaient les facteurs qui ressortaient chez les patientes qui avaient une symptomatologie douloureuse invalidante avec une échelle visuelle analogique supérieure ou égale à 7 et on retrouve des patientes qui ont de l'endométriose, qui ont des endométrioses profondes, qui ont des lésions plus importantes avec une atteinte intestinale plus importante. Et quand on regarde le facteur qui est le plus fortement associé, c'est l'endométriose profonde qui ressort, ce qui veut dire qu'en consultation, une patiente infertile qui a une échelle visuelle analogique supérieure ou égale à 7 a 10 fois plus de risque d'avoir une endométriose et il faut démarrer en posant des bonnes questions pour prendre mieux en charge ces patientes. Et puis, quand on les prend en charge, c'est vrai on dit toujours que le traitement hormonal, qu'il s'agisse de pilules estroprogestatives, de progestatifs, sont des traitements antigonadotropes, donc contraceptifs. Ils fonctionnent bien pour soulager les douleurs. Plus le traitement est long, meilleure est l'efficacité sur les douleurs. C'est des données qui sont connues. Et on dit toujours que ces traitements, malheureusement, sont contraceptifs et n'ont pas de place chez les femmes qui souhaitent concevoir. C'est vrai, mais quand il y a une indication de fécondation in vitro, les données de la Cochrane et un travail réalisé à Cochin montrent clairement que le blocage par un traitement antigonadotrope, type pilule estroprogestative ou analogue de la GnHRH, permet d'augmenter les chances de succès en AMP, peut-être par le biais d'une diminution de l'inflammation, qui est une des caractéristiques principales de l'endométriose. Une autre question qu'on se pose, c'est est-ce que la fécondation in vitro fonctionne chez les patients qui ont des endométrioses sévères? C'est ce qu'on a étudié dans ce travail, le docteur Magnin et M. Chaperon à Cochin. Et on voit que quel que soit le phénotype, endométriose profonde, endométriome ovarien, endométriose superficielle, les chances de grossesse sont équivalentes. Et le message qui est important de véhiculer, c'est que la prise en charge en AMP donne des bons résultats, même chez les patientes qui ont une endométriose sévère, profonde. Puis, il faut choisir un protocole agoniste, antagoniste. Les données issues d'un travail réalisé en Espagne par l'équipe de Dexeus montrent que quel qu'il soit le protocole agoniste ou antagoniste, les chances d'avoir un bébé sont équivalentes quand on prend en charge des patientes endométriosiques. En pratique quotidienne, à Cochin, on utilise surtout des protocoles antagonistes. Pourquoi? Parce que les protocoles antagonistes nous donnent la possibilité de déclencher l'ovulation avec un analogue de la GnHRH. Et quand on déclenche l'ovulation avec un analogue de la GnHRH, comparé au déclenchement classique avec l'HCG, l'Ovitrel, il y a moins de douleurs post-ponction. Et c'est un travail qu'on a réalisé à Cochin. Et on est particulièrement sensible aux patientes qui ont une endométriose parce qu'elles peuvent être douloureuses. Donc, c'est important de leur offrir cette possibilité afin de contrôler le mieux possible les douleurs. Et dans notre pratique, le déclenchement de l'ovulation avec un analogue de la GnHRH dans les protocoles antagonistes est associé à un transfert différé. Et quand on a regardé notre expérience en matière de transfert différé, on s'était aperçu que chez les patientes qui ont une endométriose, une stratégie de transfert frais par rapport à une stratégie de transfert différé donne moins de chances de grossesse et de naissance. En clair, plus de naissance quand on fait un transfert différé chez les femmes qui ont une endométriose. Alors, malheureusement, il peut y avoir une association entre l'endométriose et l'adénomiose, et ce travail dirigé par M. Chaperon à Cochin, qui s'est intéressé à deux formes d'adénomiose. La forme diffuse, qui est globalement l'utérus qui est adénomiosique dans son ensemble par un épaississement de la zone jonctionnelle, et puis une forme focalisée, plus circonscrite, qui est localisée dans l'homiomètre. Et on voit que la forme diffuse est globalement distribuée de façon équivalente chez les femmes avec ou sans endométriose, alors que la forme focalisée, elle est surtout présente chez les femmes qui ont une endométriose pelvienne profonde. Et c'est important de tenir compte de l'endométriose profonde parce que quand on voit les données de cette méta-analyse, l'existence d'une adénomiose en AMP est associée malheureusement à moins de chances d'avoir un bébé vivant et puis un risque accru également de fausse couche spontanée du premier trimestre. Alors, une question qui se pose quand il y a
une adénomiose dans un contexte d'endométriose et d'infertilité pris en charge en fécondation in vitro. Une question qui se pose, c'est est-ce qu'on transfère l'embryon tout de suite frais ou congelé, ou est-ce qu'il faut faire un blocage avant de transférer l'embryon? Alors, il y a plusieurs données de la littérature sur cette thématique spécifique. Je vous ai résumé un slide pour chaque option qui me paraît particulièrement démonstratif. Ce slide, c'est un travail réalisé en Australie et c'est de la fécondation in vitro chez des patientes qui ont des embryons dits haploïdes, qui veut dire que les fausses couches d'origine génétique ont été écartées et on voit qu'il y a un risque important de fausses couches chez les patientes adénomiosiques. Par contre, quand on traite ces patientes avec un analogue de la GnHRH avant de faire le transfert, on diminue de 4 fois le risque de fausse couche. Donc, la question blocage avant transfert en cas d'adénomiose, j'ai envie de véhiculer un message qui est plutôt oui. Alors, faut-il transférer à distance de la stimulation? On a réanalysé avec l'équipe de Cochin notre expérience sur le transfert différé chez les patientes qui ont une adénomiose et on a regardé du coup les résultats du transfert différé chez les femmes qui ont une adénomiose et qui n'ont pas. Les femmes qui ont pas d'adénomiose, transfert frais 20%, transfert différé 32%, c'est pas significatif. Par contre, en cas d'adénomiose, seulement 7% de naissances vivantes quand on fait un transfert frais versus 30% quand on fait un transfert différé en cas d'adénomiose. Donc, le message, plutôt oui, un transfert différé quand il y a une adénomiose. Et alors, une question qui est éternelle, qui revient dans tous les débats, faut-il opérer les patientes avant la fécondation in vitro? Est-ce que c'est que la sorcellerie de l'AMP ou est-ce qu'il faut passer par une étape chirurgicale? Alors, la question, c'est est-ce qu'on les opère pour augmenter les chances de grossesse? Est-ce qu'on les opère parce qu'on a peur de la douleur ou de la progression? Ou parce qu'on est dans un contexte d'échec de fécondation in vitro. Alors, pour ce qui est de l'augmentation des chances de grossesse, attention, il n'y a aucune recommandation de société savante qui dit que la chirurgie avant l'AMP augmente les chances de naissance. Donc, il n'y a pas de place de chirurgie avant l'AMP pour augmenter les chances de grossesse. Je ne vais pas parler des complications de la chirurgie parce que ce n'est pas mon sujet, mais malheureusement, il y en a. Et surtout, je vais vous attirer votre attention sur cette revue de la littérature publiée l'année dernière de Human Reproduction Update qui montre en cas de kystectomie ovarienne pour endométriome, 40% de diminution de l'AMH en post-opératoire et 60% quand la kystectomie est bilatérale. Ça veut dire 60% de diminution, ça veut dire c'est une diminution très importante pour ces femmes de chance d'avoir des ovocytes et donc des embryons derrière. Alors, nous, on s'est intéressé au problème de la chirurgie et les issues de l'AMP et on a regardé les chances de naissance vivantes avec le docteur Magnin qui travaille dans l'unité d'AMP et on a vu que les femmes qui ont une endométriose profonde, qui ont fait 4 cycles de fécondation in vitro, quand elles ont été opérées, c'est les courbes en rouge, ont malheureusement significativement moins de chances d'avoir une naissance vivante que les femmes non opérées en vert. Comme on pourrait nous reprocher que les femmes opérées, c'est des femmes plus sévères, on a un deuxième travail qui est actuellement soumis et j'espère va être bientôt publié, où on s'est intéressé à une série de 100 femmes qui ont des endométrioses digestives. Ces 100 femmes avec des endométrioses digestives jamais opérées. Ces 100 femmes qui ont donc anatomiquement les endométrioses les plus sévères. Il y a des endométrioses digestives. Dans 73% des cas, il y a des endométriomes associés. Donc, presque 90% des cas, il y a une adénomiose associée. Donc, c'est vraiment des endométrioses très, très sévères. Et donc, on a fait 2 modèles, les taux cumulés de grossesse classiques qui sont calculés dans toutes les études qu'on appelle optimistiques, qui nous donnent 100% de chances de naissance vivante en AMP dans ce contexte. Quand on regarde les calculs conservatifs, plus réalistiques, on arrive à 65% de naissance vivante chez ces patientes qui ont une endométriose sévère. C'est pas 100%, mais c'est quand même des très, très bons résultats en AMP. Alors, une question qui inquiète beaucoup les praticiens, c'est l'évolution des douleurs au cours de l'AMP. Ça, c'est l'évolution des douleurs chez des femmes qui ont de l'endométriose en bleu comparé à des femmes qui n'ont pas d'endométriose en vert.
quand on donne un traitement antigonadotrope avant la stimulation, cela permet de diminuer les douleurs et puis l'évolution de la symptomatologie douloureuse en cours de stimulation est identique entre les femmes avec ou sans endométriose. Donc, pas d'effet rebond en FIV. Et alors, je vais partager avec vous ce travail qui était publié dans Human Reproduction, un excellent journal l'année dernière par Horace Roman. C'est une étude, certes, c'est que 40 IRM, mais c'est 40 IRM qui ont été comparés à un temps zéro et puis 3 ans après. Le message que Horace Roman véhicule dans ce papier, c'est que l'endométriose est une maladie progressive. Donc, il faut faire attention parce que si c'est progressif, on peut même imaginer de la chirurgie préventive. Mais je crois que c'est l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Et quand on regarde les résultats en détail, on voit que dans 72% des cas, l'endométriose est stable ou régresse spontanément en 3 ans. La progression est seulement dans moins d'un quart des cas, enfin dans un quart des cas. Et puis, quand on regarde l'effet du traitement, quand tout simplement, en utilisant un traitement antigonadotrope qui bloque l'ovulation, on permet de augmenter la part de régression de l'endométriose et de diminuer la progression. Donc, le message que ce travail véhicule en réalité, c'est que ce n'est pas une maladie véritablement progressive dans la vaste majorité des cas et que le traitement hormonal bloque la progression le plus souvent de l'endométriose. Alors, une autre inquiétude, c'est le risque infectieux. Le risque infectieux existe, surtout quand il y a des endométriomes. Il existe même en absence d'endométriose. Il est estimé lors d'une ponction à 3 pour 1000 et ce risque est augmenté à 5 pour 1000 quand il y a une endométriose. Certes, c'est augmenté, mais ça reste globalement très faible. Et un autre point qui pourrait être intéressant à discuter sur le rôle de la chirurgie, c'est que faire en cas d'échec de fécondation in vitro. Alors, on manque cruellement de données dans ce domaine et ça, il y a 2 séries qui existent, une série réalisée en Israël, 7 séries réalisées en France. Les résultats sont identiques, c'est quasiment la même population, c'est 70 patientes. Il y a environ 40% des femmes qui ont un bébé après chirurgie dans un contexte d'échec de FIV. C'est quasiment toutes des grossesses obtenues par fécondation in vitro, mais le message que ce papier français véhicule est à mon sens extrêmement important parce qu'il dit c'est des femmes en échec d'AMP, on fait une prise en charge chirurgicale parce que c'est de l'échec d'AMP et les femmes à qui on a opéré les ovaires ont moins de chances d'avoir un bébé après la chirurgie. Qui veut dire que ce n'est vraiment pas le problème, l'endométriome ovarien, parce que si on l'opère, on ne fait que diminuer les chances d'avoir un bébé après la chirurgie, même en cas d'échec de FIV, et qui renforce l'argument principal qui est la réserve ovarienne, c'est le Graal de l'endométriose, c'est un des éléments plus importants. Et c'est pour ça qu'à Cochin, on travaille avec M. Chaperon depuis plusieurs années à la possibilité de faire une préservation de la fertilité, surtout avant la chirurgie et les données préliminaires qui sont en cours de finalisation, publication, montrent clairement que quand on congèle des ovocytes et on stimule des femmes pour congeler des ovocytes, on obtient plus d'ovocytes avant la chirurgie qu'après. Donc, éviter de faire de la chirurgie pour échecs d'implantation, abîmer les ovaires et diminuer les chances de grossesse après la chirurgie. Et alors, j'arrive à la conclusion avec une diapositive qui vous résume les points principaux. C'est que la prise en charge en assistance médicale à la procréation est globalement une bonne option pour les traitements des patientes endométriosiques infertiles, que la chirurgie des endométriomes et de l'endométriose profonde ne semble pas nécessaire avant une prise en charge en MP. Quand la douleur est insoutenable, c'est une indication, mais ce n'est pas notre question à l'heure actuelle. Cela permet d'éviter des chirurgies inutiles qui risquent d'abîmer les ovaires in fine. Et puis, le traitement hormonal avant la FIV permet d'augmenter les chances de succès et il n'y a pas d'évidence d'augmentation de la douleur en cours d'AMP ni de véritable progression des lésions et la possibilité d'un freezole, donc de transférer à distance,
avec plus ou moins un blocage avant le transfert est une option intéressante qui doit être confirmée dans les années à venir. Et je remercie toute l'équipe qui travaille sur l'endométriose et je vous remercie de votre attention. Merci Pietro pour cet exposé très riche et très informatif. Il y a plusieurs donc. On peut avoir la réponse d'ailleurs au sondage là de Pietro sur Pietro pour voir les réponses au QCM ou pas? Donc la réponse effectivement était donc la réponse E, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune de réponses qui avait été soumise qui était positive. Donc globalement, un tiers, une petite moitié des gens avaient bien répondu. Rapidement, Pietro, parce que vous avez dépassé un petit peu votre temps, on nous demande dans les transferts d'embryons congelés, réponse rapide, combien de temps il faut, comment bloquer et combien de temps de mois dans le transfert d'embryons congelés? Si on estime que le blocage est utile, il faut envisager au moins 2 à 3 mois de blocage avant de transférer un embryon congelé. Qu'on fait en pratique, c'est souvent on utilise des analogues de la GnRH d'une durée de 3 mois et on démarre la préparation endométriale à 2 mois après l'injection. Il y a une place pour la sclérothérapie ou pas? Une autre question. La sclérothérapie est une option intéressante. Le problème, c'est qu'elle a été évaluée surtout pour les kystes endométriosiques pas trop volumineux, parce que quand le kyste est trop volumineux, il faudrait injecter un volume d'alcool pour effectuer la sclérothérapie trop important et qui présente un risque en cas de rupture de l'endométriome. Nous, on n'est pas certain que ça soit utile avant la prise en charge en fibre. On préconise le plus souvent le drainage par voie endovaginale seul, sans alcoolisation associée. Et une dernière réponse courte, très intéressant, jeune femme de 18-20 ans qui n'a pas de désir de grossesse immédiat, qui a 2 endométriomes bilatéraux de 2 et 3 cm. Vous la mettez sous traitement hormonal jusqu'à son désir de grossesse ou pas? J'envisagerais plutôt cette option. Je la mettrais sous traitement hormonal en privilégiant un traitement hormonal qui est bien toléré par la patiente parce qu'elle va devoir le prendre au long cours et plus long sera le traitement, meilleure sera l'efficacité sur ses éventuelles douleurs associées. Merci. Et on discutera l'APF éventuellement. Donc, je retiens de votre topo l'importance de l'adénomiose qui est fondamentale puisque maintenant on peut la diagnostiquer avec l'imagerie, l'écho ou alors l'IRM. On a vu combien ça changeait la prise en charge de l'AMP pour les femmes endométriosiques et le fait que cette maladie n'est pas si progressive que ça à partir du moment où on donne des traitements médicaux. Et aujourd'hui, vous savez que les génériques du Dynogest sont remboursés en France. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Donc, maintenant, on va donner la parole à Louis Marcelin qui vous a préparé un QCM, qui va faire un topo focalisé sur la grossesse et l'endométriose. Alors, est-ce qu'on peut avoir le QCM de Louis, s'il vous plaît? Essayez bien, Louis, de respecter votre temps de parole. Alors, en cas de grossesse, c'est un choix multiple. Les femmes atteintes d'endométriose ou d'adénomiose présentent un risque accru d'accouchement prématuré, développent un trouble hypertensif au cours du 3e trimestre, ont un risque accru de petit poids de naissance, doivent accoucher par césarienne pour éviter donc une rupture. Et puis on verra au terme de l'exposé de Louis Marcelin si vous avez répondu correctement. Allez-y Louis, bien 15 minutes, pas plus. Merci Monsieur Chaperon, merci au comité qui a organisé cette visioconférence. C'est vrai que c'est assez particulier de parler devant l'écran, mais je vais vous expliquer un petit peu la problématique de l'endométriose et de la grossesse et de l'impact périnatal. Ce qui est intéressant dans cette problématique, c'est que ça fait un moment qu'on sait que la grossesse améliore l'endométriose et ses symptômes et Bisham, qui avait publié ce travail dans le JAMA dans les années 50, avait dit que la nature avait trouvé un moyen efficace, prophylactique et curatif pour traiter l'endométriose. C'était la grossesse, mais de là à prescrire des grossesses, il n'y avait qu'un pas, sauf que malheureusement, l'endométriose donne des problèmes de fertilité. Donc, voilà, c'était toute la problématique de cette approche. Alors, pourquoi la grossesse améliore l'endométriose? Probablement que c'est lié au blocage ovarien et à la quantité de progestérone. Cette relation entre endométriose et grossesse soulève 2 questions clés qui est l'impact de la grossesse sur l'endométriose et inversement l'impact de l'endométriose sur la grossesse. Et on va traiter ces 2 thématiques dans 2 sections séparées.
Sur l'effet de la grossesse sur l'endométriose, il y a des données maintenant qui ont montré que la grossesse améliorait les symptômes liés à l'endométriose, notamment pendant la grossesse, avec une diminution nette des formes sévères de douleurs, que ce soit sur les dysménorrhées, les dyspareunies et les douleurs pelviennes chroniques. Et c'est vrai qu'on n'a pas de données sur à distance de la grossesse, mais que dans le postpartum immédiat, il y a quand même des données qui montrent que ces douleurs sont améliorées. Alors, comment impacte la grossesse sur l'endométriose? On ne sait pas très bien. Il y a ce processus de déciduose ectopique qui est un événement assez fréquent dans la grossesse, qui est lié à une métaplasie des cellules péritonéales induite par la progestérone et qui va donner ces aspects un peu pseudotumoraux avec au microscope un aspect des cellules ballonisées avec un cytoplasme vacuolisé. Et on se pose la question de savoir si cette déciduose ectopique n'est pas la transformation, la décidualisation des lésions ectopiques d'endométriose. Alors, il a été rapporté quand même, et je pense que les professionnels obstétriciens ont tous été confrontés à des problématiques de complications aiguës pendant la grossesse sans savoir initialement à quoi ça pouvait être lié. Et on se pose toujours la question de savoir si on a des hémopéritoines spontanées ou des perforations digestives ou des ruptures utérines sur utérus sain. Et la tendance maintenant est de penser que ces problématiques sont liées à des complications aiguës d'endométriose pendant la grossesse, notamment des transformations de lésions d'endométriose profonde. Alors, si on regarde les hémopéritoines spontanés, on voit que les sites décrits d'origine des saignements collent à peu près à la distribution anatomique des lésions d'endométriose. Et même s'il n'y a jamais eu de données qui ont vraiment montré que c'était ces lésions-là qui étaient l'endométriose qui avaient saigné, il y a quand même des arguments pour penser que c'était potentiellement lié. Ici, c'était un cas clinique qu'on a publié dans le service et qui était l'histoire d'une femme qui avait une endométriose très sévère, chez qui, devant des douleurs à 23 semaines de grossesse, avait mis en évidence un pseudo-anévrisme de l'artère utérine qu'on avait pu emboliser pendant la grossesse et finalement aboutir à une naissance d'un enfant vivant un peu avant le terme, mais que peut-être qu'on s'était trouvé dans une situation juste avant l'hémopéritoine. Ici, ce sont des cas rapportés de perforations digestives pendant la grossesse qui sont aussi liés à ces transformations des lésions et qui vont aboutir à des perforations digestives. Et là, enfin, une image de rupture utérine sur un utérus sain qui potentiellement était liée en fait à une adénomiose diffuse et ou focalisée et qui a été associée à cette déhiscence myométriale pendant la grossesse. L'autre problématique dans les modifications des lésions d'endométriose pendant la grossesse, c'est cet impact de la grossesse sur les endométriomes. Et il n'est pas rare d'observer une transformation de l'endométriome qui prend cet aspect pseudotumoral de kyste très suspect, mais qui n'est en fait qu'une décidualisation liée à l'exposition hormonale pendant la grossesse. Enfin, dans ces modifications de lésions d'endométriose pendant la grossesse, on a publié récemment avec le docteur Millicher et l'équipe de Port-Royal une petite série de patientes chez qui on avait fait des IRM avant et après grossesse, et on voit que avant et après la grossesse, il y avait une diminution des lésions d'endométriose profonde avec une modification de leur aspect. On avait observé également une diminution de la taille des endométrioses. Alors, ça ne veut pas dire que c'était systématique, mais que quand même, la grossesse avait un effet plutôt bénéfique, plutôt en faveur d'une diminution des lésions d'endométriose. Passons maintenant à la question de la conséquence de l'endométriose sur la grossesse et l'impact périnatal obstétrical. Il y a plein de données maintenant depuis une dizaine d'années qui ont montré que les femmes qui avaient une endométriose étaient sujettes à des complications obstétricales d'accouchement prématuré, de césarienne, de petits points de naissance, de placenta prévia et peut-être même d'hypertension. Et ça a été regroupé dans une très belle méta-analyse qui avait vraiment regroupé tous les cas décrits et qui montrait qu'il y avait une augmentation de ces pathologies obstétricales pendant la grossesse chez les femmes qui avaient l'endométriose. Je ne reviens pas sur les fausses couches parce que ça va être détaillé par Lorraine tout à l'heure. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les odds ratios, c'est jamais des odds ratios très élevés, même si on voit quand même que pour le placenta prévia, on est de l'ordre de 3, mais vous voyez qu'on n'est pas un risque multiplié par 3, 4, 5 d'accouchement prématuré ou de rupture des membranes ou de petits points de naissance, et donc ça reste quand même un risque qui est plutôt modéré. Alors, les écueils portés par ces études viennent du fait que ce sont que des études rétrospectives, qu'il y a très peu de données sur le phénotype même de l'atteinte et son impact sur la grossesse, et puis que les comorbidités associées ne sont pas forcément prises en compte. Donc,
le message de cette diapositive est quand même important pour dire qu'il y a probablement un impact obstétrical de l'endométriose, mais que le risque n'est pas excessif. Dans ce travail de l'équipe de Tenon fait par Anne Thomas, ils avaient regardé dans la population des femmes qui avaient une endométriose colorectale, quelles étaient les issues entre celles qui avaient eu des césariennes et des accouchements voix basse, et finalement on montrait que la césarienne en cas d'endométriose était associée à plus de complications et dans le postpartum, notamment d'hémorragie, liées au fait que pendant la césarienne, ce sont des césariennes qui sont probablement parfois plus compliquées, plus difficiles à cause des adhérences et des antécédents chirurgicaux. La question de l'adénomiose sur l'issue périnatale a aussi été évoquée dans différentes études et on voit que maintenant, il y a des données qui montrent que les femmes qui ont un utérus adénomiosique sont plus sujettes à des problématiques d'accouchement prématuré et de petits points de naissance. Et dans cette étude qui s'intéresse à la problématique du phénotype de l'adénomiose entre diffuse et focale, ce qui a été montré, c'est que les femmes qui avaient une adénomiose diffuse étaient fortement associées aux enfants de petits poids, des enfants petits pour l'âge gestationnel avec un odds ratio élevé. Et la question était de se dire, est-ce que c'est l'adénomiose lui-même ou est-ce que c'est lié au vieillissement utérin, puisque ce n'était pas retrouvé dans le groupe des adénomioses focales comparé aux femmes qui avaient l'endométriose. Alors maintenant, comment expliquer cette problématique d'endométriose et de grossesse? Est-ce que l'endométriose ne participerait pas à un trouble de la décidualisation? Alors, qu'est-ce que c'est que la décidualisation? C'est un phénomène de transformation des cellules déciduales qui va accompagner la placentation, et on sait que cette placentation défectueuse sera associée à des problèmes de prééclampsie, de petits points de naissance et d'accouchement prématuré. Mais la décidualisation, c'est un processus normal qui commence après l'ovulation et qui est lié au remodelage endométrial précoce régulé par l'oestrogène et la progestérone et qui va se poursuivre pendant la grossesse pour permettre un environnement immunitaire privilégié, favoriser l'implantation de l'embryon, permettre le développement placentaire avec des dialogues continus entre les cellules trophoblastiques et les cellules déciduales maternelles. C'est un processus qui est assez complexe et qui fait intervenir différents acteurs au sein de cette interface fœto-maternelle et qui va permettre notamment, et dans un modèle de souris, expliquer la tolérance envers le fœtus allogénique avec une absence d'alloreconnaissance directe des cellules fœtales par les cellules du CMH maternel, des cellules immunitaires maternelles, des processus de piégeage des cellules maternelles, des cellules dendritiques qui limitent la présentation des antigènes fœtaux. Il y a un rôle des cellules T régulatrices dans cette interface qui a montré que ça contrôlait la réponse des lymphocytes. Et puis, il y avait même des phénomènes décrits d'extinction épigénétique des gènes qui contrôlent eux-mêmes l'activation des cellules T et la pénétration des cellules trophoblastiques. Donc, c'est un phénomène qui est beaucoup plus compliqué qu'une transplantation d'organes, la grossesse, et que c'est l'acquisition progressive d'une tolérance des cellules étrangères qui va permettre le développement normal de la grossesse. Et donc, on comprend que dans l'endométriose, il y a probablement une altération de l'endomètre topique qui est liée à différents processus immunitaires, d'apoptose, de processus inflammatoires et de stress oxydatif qui a été décrit dans l'endométriose et l'adénomiose, et que cet endomètre pathologique va participer à une décidualisation aberrante sur un utérus malade. Et donc là, ça avait été intéressant, c'est une étude sur des souris qui a montré que les jeunes souris avaient un profil de fœtus qui était beaucoup plus beau que les vieilles souris et que c'était lié, ils avaient montré ça dans des études moléculaires, que c'était lié à des perturbations de la décidualisation. Et donc, on peut tout à fait poser cette question sur l'endométriose, puisqu'on sait que l'endomètre des femmes qui ont l'endométriose est pathologique et que cet endomètre pathologique va participer à des troubles de placentation. Et ça a été bien montré, puisque les deux molécules principales, les deux marqueurs de décidualisation sont la prolactine et l'IGF-BP1, et on voit que chez les femmes qui ont l'endométriose, dans les cellules endométriales de l'endomètre, eh bien, ces deux marqueurs qui sont des marqueurs clés de la décidualisation normale, sont nettement diminués en cas d'endométriose. Et donc, on arrive à cette conséquence de cette décidualisation aberrante, c'est la complication obstétricale. Alors, comment expliquer tout ça? Il se trouve que pour l'accouchement prématuré, il n'y a pas de bloc progestéronique qui explique la mise en route du travail chez la femme, puisque la progestérone reste à des taux élevés en fin de grossesse, contrairement aux moutons, aux rats et aux souris. Et donc, il y a bien d'autres processus qui impactent, qui participent à cette mise en route du travail. Et c'est vraiment une activation déciduale qui va mettre en route le travail. Il existe également des processus immunitaires de dialogue perturbés ou modifiés entre les cellules trophoblastiques et les cellules maternelles leucocytaires. Et on avait montré dans un travail qu'il y avait même une modification des molécules HLA dans les cellules fœtales qui activaient les cellules
leucocytaire maternelle et qui perturbaient la tolérance fétale participant à la mise en route du travail. Et donc, l'hypothèse de l'inflammation et des perturbations de l'interface métomaternelle en cas d'endométriose était tout à fait logique dans l'explication des accouchements prématurés potentiels. Et dans ce travail fondamental, on a montré que les membranes fétales des femmes qui avaient l'endométriose étaient aussi porteuses de lésions qui ressemblaient à l'endométriose et que lorsqu'on regardait la région HLA de ces membranes, eh bien, il y avait une modification des modifications épigénétiques dans la région HLA, spécifiquement dans ces membranes fétales liées à l'endométriose. Et donc, ça a expliqué moléculairement pourquoi potentiellement les femmes accouchaient prématurément. Sur la partie HTA et prééclampsie, il y a très peu de données. On sait que la prééclampsie, c'est une pathologie compliquée avec des problématiques de cellules immunitaires, de cellules T régulatrices, et puis d'un rapport de différents marqueurs qui contrôlent la vascularisation, et que, en cas d'endométriose, eh bien, cette décellularisation pathologique pourrait participer à des problématiques endothéliales et donc de vascularisation hétéroplacentaire. Et néanmoins, même si on a ces hypothèses-là, il y a quand même une méta-analyse qui a montré que en cas d'endométriose, en cas d'assistance médicale à la procréation, eh bien, il n'y avait pas forcément d'augmentation de risque de prééclampsie, ce qui voulait dire que probablement l'endométriose pouvait jouer un rôle chez les femmes qui étaient endométriosiques et infertiles. Mais le rôle, et je vais terminer avec ça, le rôle de l'infertilité et le rôle de l'AMP dans les pathologies obstétricales n'est pas clairement défini. Il y a quand même des données qui ont bien montré que l'infertilité elle-même participait aux problématiques obstétricales. Et il y a aussi des données qui montrent que peut-être la PMA pourrait jouer un rôle. Alors, comment savoir qui fait quoi et qui est l'œuf, qui est la poule dans cette histoire de complications obstétricales? C'est assez compliqué. Mais ces résultats sont intéressants. C'est une vieille étude de 2009 qui était une des premières études sur les problématiques d'obstétrique et d'endométriose, qui a montré que les femmes qui avaient eu une AMP en cas d'endométriose n'étaient pas plus à risque d'accouchement prématuré, alors que les femmes qui avaient l'endométriose et qui n'avaient pas eu d'AMP avaient un odds ratio augmenté en cas d'endométriose d'accouchement prématuré. Tout ça a été bien sûr ajusté. Donc, ce qui montre que quand même, il y a une participation de l'endométriose et que peut-être que la PMA n'est pas forcément liée dans cette problématique de prématurité et d'endométriose. Et donc, pour conclure, on pense bien que l'endométriose doit participer à une perturbation de la tolérance materno-fétale, que c'est associé à des problèmes de placentation et de décellularisation et que ça va avoir un impact périnatal, mais que la question de l'AMP n'est pas vraiment réglée dans ces problématiques, que ce soit à la fois les traitements, mais aussi la qualité embryonnaire elle-même. Donc, pour conclure sur ce chapitre, on voit quand même qu'il y a un impact probable, mais modéré de l'endométriose sur la grossesse, sur l'accouchement prématuré, sur les retards de croissance, sur la prééclampsie, c'est pas clair. Qu'il y a aussi un impact de la grossesse sur l'endométriose avec un effet bénéfique sur les douleurs, qu'il y a des complications très rares, mais potentiellement très graves, qu'il faut évoquer lorsqu'on ne comprend pas des choses qui se passent pendant la grossesse, que ces problématiques sont liées à des troubles de décellularisation et que le rôle respectif de l'infertilité et de l'AMP dans l'endométriose sur les conséquences de la grossesse n'est clairement pas tranché. Je vous remercie. Merci beaucoup, Louis, pour cet exposé à la fois clinique et fondamental, très, très riche. Quand on vous écoute, est-ce qu'on peut avoir la réponse donc, la réponse au QCM donc, de Louis. Donc, est-ce qu'il y avait donc présente un risque d'accouchement donc prématuré? Donc oui, là vous avez bien répondu à 68%. La réponse B était fausse, donc vous avez également bien répondu. La réponse C, ont un risque de petit poids gestationnel. Louis nous a bien expliqué pourquoi, vous avez bien répondu à 66%. Et la réponse E, doivent accoucher par césarienne pour éviter le risque de problèmes de rupture utérine. Donc, c'est beau. Là, elle a sauté cette réponse, je ne sais pas où elle est. Non, mais... il manque la dernière, enfin, peu importe. Bon. Okay. Quand on voit votre exposé, Louis, à votre avis, donc, parce que finalement, en pratique quotidienne, ce qui intéresse nos amis, c'est est-ce qu'il faut qu'on modifie la prise en charge clinique pendant les 9 mois de la grossesse des femmes si elles ont un antécédent d'endométriose ou si elles ont été opérées d'endométriose, est-ce qu'elles doivent avoir un parcours obstétrical, prénatal différent ou pas? Est-ce qu'on doit créer des consultations spécialisées, avoir un follow-up différent ou pas? Alors, moi, je suis à peu près convaincu qu'il n'y a pas de précaution
Enfin, il n'y a pas de raison de modifier la prise en charge des grossesses de façon habituelle avec les consultations mensuelles, les 3 échographies et le suivi de fin de grossesse habituel. Je pense que vraiment, c'est quand on voit les risques associés à l'endométriose, ils sont quand même relativement faibles et le suivi habituel permet quand même d'anticiper ces problématiques. Après, il y a des cas particuliers quand même de patients qui ont des très lourds antécédents chirurgicaux qui vont potentiellement poser des problèmes à l'accouchement sur des césariennes potentiellement compliquées et il est tout à fait justifié de se rapprocher d'un centre, d'un gros centre pour éventuellement anticiper des problématiques. Mais à nouveau, c'est vraiment des cas très particuliers. Et donc, je ne crois pas qu'il faille modifier au jour le jour le suivi de grossesse habituel. Et comment vous préconisez l'accouchement d'une femme? Les indications sont rares, mais c'est une question qui a été posée sur le web. Des femmes qui bénéficient, elles sont rares ces indications-là, parce que la chirurgie est difficile et potentiellement à source de complications. Si des femmes ont été opérées pour une adénomiose focalisée, est-ce que c'est une indication systématique à faire une césarienne? On n'a pas la réponse. Je vous avoue que il y a très peu de données sur cette thématique. Néanmoins, on peut tout à fait considérer que c'est potentiellement comme une myomectomie et que si la suture utérine a été correcte, avec un délai de conception peut-être un petit peu respecté de quelques mois et puis respecter les règles habituelles de l'utérus cicatriciel, je pense qu'il n'y a pas de raison de faire une césarienne prophylactique. Merci Louis. Donc on va passer maintenant, puisque parmi les problèmes auxquels on peut être confronté sur le plan obstétrical chez ces patientes, il y a celui donc des fausses couches. Et Lorraine donc va nous parler spécifiquement de cette situation et de leur prise en charge. À vous Lorraine. Alors, un grand merci, Monsieur Chaperon, pour votre confiance renouvelée et puis également merci au laboratoire Bezin qui nous permet de continuer à échanger même virtuellement. Et donc, effectivement, nous allons parler de l'indication de la progestérone dans la prise en charge des fausses couches qui, comme vous le savez, constituent finalement la complication obstétricale la plus fréquente, que ce soit les fausses couches précoces ou les fausses couches plus tardives, bien avant la prééclampsie, la prématurité ou le retard de croissance intra-utérin. Alors, ces fausses couches, finalement, compliquent 8 à 15% des grossesses cliniques. Donc, les grossesses cliniques, c'est celles qui sont diagnostiquées après 6 semaines d'aménorrhée. Mais dans la plupart des cas, finalement, ce sont des arrêts très précoces qui surviennent avant même le retard des règles. Et dans plus de 80% des cas, ces fausses couches surviennent au premier trimestre de grossesse. Et ce que vous voyez sur le graphique à droite, c'est que finalement, une grossesse sur 2 seulement aboutira à une naissance. Donc, une grossesse sur 2 s'arrêtera. Et puis, une femme sur 2 fera au moins une fausse couche. Alors, on va parler plus particulièrement dans cette présentation des fausses couches précoces à répétition qui, elles, concernent 1 à 5% des couples. Et quand on parle de définition de ces fausses couches précoces à répétition, eh bien, il n'y a pas de consensus finalement international. Les différentes sociétés savantes, que ce soit la SRM, l'ECHRE, le CNGOF en France ou bien le Royal College of Obstetricians and Gynecologists, ne sont pas tout à fait d'accord sur la définition et notamment sur le seuil de 2 ou 3 fausses couches spontanées pour finalement parler de fausses couches à répétition. Et puis également sur le terme, puisque certaines sociétés vont considérer qu'une fausse couche précoce aura lieu avant 10 semaines d'aménorrhée, alors que d'autres, c'est plutôt avant 14 semaines d'aménorrhée. Et le terme le plus tardif, ce sera entre 14 et 22 semaines d'aménorrhée pour certaines sociétés, ou plutôt entre 10 et 24 semaines d'aménorrhée pour d'autres. Alors, ce qui est important aussi, c'est de définir la menace de fausse couche parce que vous verrez que la progestérone peut avoir toute sa place dans cette indication et qui donc se définit par la survenue de saignements et aussi également parfois de douleurs pelviennes chez une femme qui a eu une grossesse confirmée. Alors, quand on parle de fausses couches précoces à répétition, c'est plus de 2 ou 3 fausses couches consécutives ou pas, c'est-à-dire que parfois, en fait, effectivement, ces fausses couches vont survenir les unes après les autres et parfois, il y aura eu une grossesse menée à terme. Et puis, ce sera avec le même partenaire et ça représentera 1 à 5% des couples. Alors, du coup,
ce qu'il faut savoir, c'est que la prévalence et le risque de fausse couche précoce eh bien, augmente avec l'âge maternel, comme dans beaucoup de pathologies, et puis également en fonction du nombre de fausses couches antérieures. Et ce que vous voyez, ça c'est ce diagramme de Brigham qui est très utile et que le clinicien pourrait montrer effectivement aux patientes en consultation. Donc c'est un diagramme qui finalement permet de prédire la survenue d'une fausse couche par la suite en fonction à la fois de l'âge maternel et puis du nombre de fausses couches antérieures. Et vous voyez que chez une femme de 20 ans qui a eu 2 fausses couches, eh bien, sa probabilité de mener une grossesse à terme par la suite sera de 92%, alors que chez une femme de 45 ans qui a fait 5 fausses couches, eh bien, malheureusement, sa probabilité de mener une grossesse à terme ne sera que de 42%. Et en fait, ce diagramme montre tout de même que la probabilité d'obtenir une naissance vivante reste élevée malgré plusieurs antécédents de fausses couches antérieures. Suivante. Alors, ces fausses couches vont avoir un impact important à la fois sur la qualité de vie et sur l'estime de soi. Et effectivement, dans cette étude publiée dans Human Reprod par Colt et Hall, vous voyez que les patientes qui ont fait des fausses couches à répétition vont avoir dans un certain pourcentage de cas significatifs donc un syndrome dépressif ou un état de stress qui sera supérieur par rapport au groupe contrôle. Et puis que ces patientes qui ont fait des fausses couches à répétition se sentent souvent coupables, se sentent souvent seules et puis pensent souvent surtout qu'elles ont fait soit quelque chose de mal ou bien qu'elles auraient pu prévenir ces fausses couches et donc elles se sentent honteuses. Donc il faut également les rassurer en leur disant qu'elles n'y sont pour rien, mais effectivement donc cet impact de fausses couches à répétition est assez important sur la qualité de vie. Alors, quelles sont les étiologies des fausses couches à répétition? Eh bien, ce camembert vous montre un petit peu la répartition et le pourcentage des causes. En vert, vous voyez les causes anatomiques qui représentent 20% des cas, et ce sont essentiellement les malformations utérines à type de cloison. En orange-jaune, vous voyez les causes auto-immunes, parmi lesquelles on va retrouver donc les hypothyroïdies, qui sont également des causes endocriniennes, et puis le syndrome des antiphospholipides. Et puis, en orange, vous retrouvez les causes génétiques, mais c'est des anomalies chromosomiques parentales. Et en bordeaux, 15%, donc ce sont des causes endocriniennes, donc à la fois les dysthyroïdies, mais également les hyperprolactinémies et le syndrome des ovaires polykystiques. Et donc, ce qui ressort, c'est que dans presque 50% des cas, finalement, on ne va pas retrouver d'étiologie particulière à ces fausses couches répétées. Alors, comme le disaient Louis et Pietro, on fait quand même un petit focus sur l'endométriose et l'adénomiose. Vous savez que chez une patiente qui a une endométriose ou une adénomiose, eh bien, il y a une augmentation significative du risque de fausse couche liée donc aux altérations de cet andromètre donc, qui est anormal. Alors, dans ce cadre de fausses couches à répétition, il y a en fait finalement plusieurs situations. Et vous voyez sur ce diagramme que au fur et à mesure du nombre de fausses couches, eh bien, les karyotypes fœtaux ne retrouvent pas plus d'aneuploïdie et que finalement, donc, le taux d'aneuploïdie reste constant à peu près aux alentours de 20% malgré la répétition des fausses couches. Et puis, ces fausses couches donc avec karyotype fœtal normal, donc considérées, elles, comme inexpliquées, sont probablement finalement cette fenêtre de cause inexpliquée où on va pouvoir proposer des traitements. Alors, quel traitement proposer? Eh bien, il y a eu des études qui se sont intéressées à l'intérêt finalement de l'aspirine prophylactique chez les patients qui faisaient des fausses couches idiopathiques à répétition. Et vous voyez dans cette étude qu'il n'y avait pas de diminution du taux de récidive de fausses couches ni d'augmentation du taux de naissance vivante sous aspirine. Pas plus d'ailleurs que sous zéparine de bas poids moléculaire à dose préventive, où pareil, il n'y avait pas en fait de diminution du taux de récidive de fausse couche sous HBPM. Et puis il y a eu des études qui ont également comparé l'association aspirine et HBPM et il n'y avait pas non plus d'effet positif. Alors, il y a un essai randomisé en cours qui s'intéresse à la place de l'hydroxychloroquine, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps et qui a fait couler beaucoup d'encre. Vous savez que l'hydroxychloroquine, c'est une molécule qui pourrait être intéressante parce qu'elle a des propriétés anti-inflammatoires, immunosuppressives, vasculoprotectrices. Pour l'instant, on n'a pas encore de résultats sur les données de cet essai randomisé. Donc, quel traitement? Je vous ai dit aspirine, non. HBPM, non. Hydroxychloroquine, on ne sait pas. Et donc, finalement, la progestérone pourrait avoir une place de choix dans cette proportion de fausses couches inexpliquées avec karyotype normal.
Alors, vous savez que la progestérone a un rôle clé dans la transformation endométriale, puisqu'elle transforme finalement l'endomètre pseudo-stratifié de la phase ovulatoire, que vous voyez à gauche de l'écran, en un endomètre sécrétoire en phase lutéale, et donc il va permettre que la muqueuse utérine soit propice à l'implantation. Et puis, la progestérone a également un rôle clé et fondamental dans le maintien de la grossesse, en agissant sur à la fois la modulation de la réponse immunitaire maternelle, mais également en réduisant la contractilité utérine. Et puis, elle améliore la circulation hétéroplacentaire et elle supprime la réponse inflammatoire fœto-induite. Il y a également une étude récente, très intéressante, publiée en 2019. Donc ça, c'est plutôt des études de sciences fondamentales qui se sont intéressées à l'expression d'une enzyme qui s'appelle l'HSD3B1, qui a en fait converti le cholestérol. Vous savez que la progestérone, en fait, elle dérive du cholestérol. Et donc, cette enzyme, elle convertit le cholestérol en progestérone. Et les auteurs dans cette étude se sont intéressés donc à l'expression, à la perte d'expression de cette enzyme dans le trophoblaste extravilleux des patientes qui avaient eu des fausses couches à répétition, et ils ont comparé par rapport à des patientes qui étaient en bonne santé, qui n'avaient pas eu de fausse couche à répétition. Et vous voyez que dans le trophoblaste extravilleux de ces patientes, cette enzyme eh bien, avait une nette diminution de l'expression, ce qui suggère donc effectivement un rôle fondamental à la fois de la progestérone et son métabolisme dans la physiopathologie des fausses couches. Alors, d'un point de vue épidémiologique, eh bien, qu'en est-il de la revue de la littérature concernant l'effet à la fois de la progestérone micronisée et des progestatifs de synthèse de manière globale, à la fois dans la prévention des fausses couches à répétition et puis dans les menaces de fausses couches? Alors, on va d'abord s'intéresser aux effets des traitements dans la prévention des fausses couches à répétition. Et vous voyez que dans la Cochrane, qui a été donc publiée en 2019 par Haas et ses collègues, eh bien, il n'y avait pas finalement d'effets statistiquement significatifs positifs de l'utilisation de progestatifs ou de la progestérone dans la prévention des fausses couches à répétition. Alors, comme vous le voyez, les études remontent pour certaines à de nombreuses années. C'est un débat qui est assez ancien, puisque ça remonte aux années 50. Et on avait des études de petits effectifs. Et donc, l'étude principale dans cette méta-analyse qui avait l'effectif le plus important, c'est l'étude publiée dans le New England en 2015, l'étude PROMISE, qui est une étude multicentrique randomisée en double aveugle, menée à la fois en Angleterre et aux Pays-Bas, qui a inclus des patientes qui avaient fait au moins 3 fausses couches précoces inexpliquées, consécutives ou non, et qui ont été randomisées dans un groupe progestérone micronisée par voie vaginale 400 mg 2 fois par jour, qui était débuté avant 6 semaines de gestation et poursuivi jusqu'à 12 semaines de gestation, et qui était comparé à 434 femmes qui avaient un placebo. Et donc, dans ces essais randomisés, eh bien, l'administration de progestérone micronisée n'a pas été en faveur d'un effet bénéfique ni sur le taux de fausse couche, ni sur le nombre de naissances vivantes après 24 semaines de gestation. Donc, dans la prévention des fausses couches, effectivement, il y a une tendance, mais on n'a pas pour l'instant de rationnel scientifique absolu pour pouvoir proposer donc, la progestérone en prévention des fausses couches. En revanche, en ce qui concerne l'utilisation de la progestérone micronisée dans la prise en charge des menaces de fausses couches, donc les patientes qui saignent en début de grossesse et qui donc ont déjà fait des fausses couches, les résultats d'une étude publiée par la même équipe que Promise, mais l'étude PRISM dans le New England en 2019, toujours donc une étude multicentrique randomisée en double aveugle qui incluait toujours des femmes qui avaient fait plus de 3 fausses couches précoces inexpliquées, et donc cette fois-ci beaucoup plus de patientes, puisque vous voyez qu'on avait plus de 2000 patientes dans le groupe progestérone micronisée par voie vaginale 400 mg x 2 par jour, qui était débuté donc au moment des saignements, au moment où se passaient les premiers saignements, et poursuivi jusqu'à 16 semaines de gestation. Et donc, ces patientes étaient comparées à un groupe de plus de 2000 femmes qui recevaient le placebo. Et vous voyez, encore une fois, qu'on a vraiment une tendance de supériorité donc, de la progestérone par rapport au groupe placebo, mais sans différence significative. Mais donc, il y avait 3% de naissances supplémentaires dans le groupe progestérone par rapport au groupe placebo.
Alors, il y a eu une réanalyse des données avec donc une analyse en sous-groupe de cette étude PRISM et donc en fonction effectivement du nombre de fausses couches précédentes. Et ce que vous voyez ici, c'est que lorsque l'on regardait dans l'analyse en sous-groupe le nombre de fausses couches précédentes, quand les patientes avaient eu plus d'une fausse couche, cette fois-ci, l'administration de progestérone micronisée avait un effet bénéfique donc sur le nombre de naissances vivantes après 34 semaines de gestation et qu'il y avait, comme vous le voyez vraiment ici, un gradient significatif donc du nombre antérieur de fausses couches. Et donc, plus finalement les patientes avaient des antécédents de fausses couches au préalable, plus l'effet de la progestérone était bénéfique. Alors, il y a eu également une étude de coût-efficacité de l'utilisation de la progestérone donc, dans les menaces de fausses couches. Et donc, les auteurs signalent que finalement, c'est un coût qui est tout à fait acceptable puisqu'il l'estime à 204 livres sterling par grossesse et que finalement l'administration de ce traitement permettrait une naissance supplémentaire de plus de 8000 bébés, ce qui donc dans la balance coût-efficacité est tout à fait favorable. Alors, la progestérone micronisée, il faut se poser la question de savoir, comme toute molécule qu'on administre pendant une grossesse, si le traitement est à la fois safe pour la maman et également pour le bébé. Alors, d'un point de vue de la tolérance maternelle, donc vous savez que la progestérone micronisée, elle provient des racines du yam, et donc ces racines contiennent de la diosgénine, qui est un précurseur donc de la progestérone. Cette progestérone naturelle, elle est neutre d'un point de vue du métabolisme lipidoglucidique. Elle n'augmente pas le risque de thrombose veineuse. Elle n'augmente pas la pression artérielle. Elle aurait plutôt des effets protecteurs sur le système nerveux cérébral. On sait, il y a des études chez les traumatisés et puis il y a des études donc qui permettent de penser qu'il y a une régénération de la myéline sous progestérone. Et puis, en termes de cancer du sein, en tout cas, ça fait partie des molécules qui probablement augmentent le moins le risque de cancer du sein. Donc ça, c'est par analogie aux études qui sont faites en traitement hormonal de ménopause, donc associées à de l'estradiol. Mais en tout cas, la progestérone naturelle est associée à une augmentation significativement moins importante de cancer du sein que les autres progestatifs de synthèse. En ce qui concerne les complications obstétricales et néonatales, eh bien, la publication du New England de 2019 était rassurante et en tout cas, à court terme, il n'y avait pas d'augmentation significative des complications néonatales et pas davantage de complications obstétricales, c'est-à-dire pas davantage de prééclampsie, de cholestase, de menaces d'accouchement prématuré ou de diabète gestationnel. Alors, dans ce contexte, effectivement, vous voyez que donc ce scope of improvement de patientes qui ont des fausses couches à répétition sans a priori aneuploïdie et qui finalement n'ont pas tellement d'alternatives autres que effectivement se voir proposer un traitement puisqu'elles sont souvent très stressées, très déprimées et que ça a un vrai enjeu pour les grossesses ultérieures. Eh bien, un certain nombre de sociétés ou d'instituts de recherche proposent finalement, c'est pas des recommandations officielles de sociétés savantes, mais proposent que l'utilisation de la progestérone micronisée en cas de menace de fausse couche, eh bien, soit systématiquement évoquée avec les patientes chez celles donc, qui ont eu des saignements qui surviendraient donc, avant 12 semaines de grossesse et qui auraient eu au moins une fausse couche. Et donc, on proposerait pour l'instant, d'après les résultats des études, 400 mg administrés 2 fois par jour. Pour les patientes qui n'ont pas eu d'antécédents de fausse couche, eh bien, il n'y a pas d'indication donc à proposer, enfin moins d'une fausse couche, par contre, il n'y a pas d'indication à proposer donc un traitement. Alors, pour conclure, donc je vous rappelle effectivement que les fausses couches à répétition sont fréquentes, sont donc dans 50% des cas inexpliquées et donc sont source d'une détresse psychologique souvent majeure. Et puis, comme j'espère vous l'avoir démontré, la progestérone est l'hormone clé qui est impliquée dans la physiopathologie de la grossesse, que ce soit vraiment tout au début, donc dès la période périovulatoire et ce jusqu'à l'accouchement. On a vraiment de forts arguments biologiques pour penser que l'utilisation de la progestérone
progestérone dans la prévention des fausses couches récurrentes et puis dans les menaces des fausses couches puisse être intéressante. Et en tout cas, les études épidémiologiques dont je vous ai fait effectivement une revue de la littérature, eh bien, nous suggèrent que l'utilisation de la progestérone micronisée par voie vaginale eh bien, peut être proposée chez les patientes qui ont des menaces de fausses couches et qui ont donc déjà eu au moins une fausse couche, avec, comme je vous le montrais, un impact effectivement du nombre de fausses couches antérieures et ce gradient, donc plus le nombre de fausses couches augmente et plus probablement il y a un effet bénéfique. Et puis, même si encore une fois l'intervalle de confiance inclut 1 dans les études, il y a probablement un effet bénéfique dans la prévention des fausses couches à répétition. Et c'est vrai que comme de toute façon on n'a pas beaucoup d'autres alternatives et que c'est un traitement qui est à une sécurité materno-fétale tout à fait, des données tout à fait rassurantes, on peut proposer ce traitement sans, enfin du moins en discuter avec la patiente. C'est un traitement coût efficace, hein, comme je vous l'ai montré, et en revanche les questions qui restent en suspens, c'est effectivement la dose optimale, la voie d'administration et la durée du traitement qui reste probablement encore à préciser. Voilà, mais je vous remercie. Merci beaucoup Lorraine pour cet exposé très clair, très instructif et qui sur le web a suscité beaucoup de questions. Donc vous avez bien résumé donc sur votre dernière diapositive les indications. Je crois que pour les auditeurs, énormément de questions sur 1, le produit, 2, quand commencer, 3, la dose et la voie. Donc si vous pouvez leur synthétiser un petit peu tout ça. Donc, alors c'est vrai que le produit, donc dans la méta-analyse de Haas, il y a différentes molécules qui avaient été comparées. Parce qu'il y a des études anciennes, hein, donc il y avait l'acétate de médroxyprogestérone, le MPA par voie injectable, il y avait la dihydrogestérone, et puis il y avait également l'hydroxyprogestérone. Et en tout cas, quand on comparait les différentes molécules, il n'y avait pas de supériorité de l'une sur l'autre. Ensuite, pas de supériorité non plus en fonction des voies d'administration. Et en ce qui concerne la dose, pour l'instant, effectivement, il n'y a pas eu d'études concernant la progestérone micronisée qui a comparé une dose versus une autre. Et puis également pas d'études, pour le coup, qui ont comparé la voie vaginale versus la voie orale. Donc, c'est vrai que c'était des doses qui étaient quand même assez importantes hein, dans les essais Prism et Promise, puisque c'était 400 mg x 2. Donc, ça pourrait être intéressant, effectivement, de voir si des doses un petit peu moins fortes pourraient être testées pour voir s'il y a une efficacité également. Et il y a une place à la progestérone injectable aussi. Plusieurs auditeurs ont posé cette question. Oui, alors c'est ce que je disais, dans la Cochrane, il y a effectivement des essais anciens qui montrent que la progestérone injectable, qui donc du coup, il n'y a pas de premier passage hépatique et qui donc, parce que la progestérone injectable comme la progestérone micronisée, elles ont effectivement l'intérêt qu'il y ait une absorption rapide et qu'il n'y ait pas de premier passage hépatique, puisqu'il c'est pas une voie orale, mais la voie vaginale probablement et de la progestérone micronisée, donc est probablement mieux tolérée. L'injection peut être un peu douloureuse et puis on sait que le MPA peut être associé à un risque augmenté de thrombose veineuse. Donc probablement aujourd'hui on proposerait davantage la progestérone micronisée. C'est des études anciennes qui sont intéressées au MPA, hein, effectivement. Et puis aussi une ou deux questions pour terminer sur est-ce qu'il y a une place dans les menaces de fausses couches pour les antibiotiques? Pour les antibiotiques, alors s'il y a effectivement si on a fait un diagnostic d'endométrite, on peut effectivement s'assurer qu'il n'y a plus d'infection, mais des antibiotiques systématiquement en début de grossesse, ça, à ma connaissance, il n'y a pas de recommandation. Je crois qu'on a fait le tour un petit peu des questions qui étaient sur le site. C'est pour moi l'occasion de vous remercier tous d'avoir été si nombreux parce que je vois que le nombre de participants est très conséquent pour ce webinaire. La qualité de ce webinaire, il tient essentiellement à la qualité des orateurs et des exposés qui ont été réalisés. Donc, je tiens à remercier très chaleureusement Pietro Santulli, Louis Marcelin et Lorraine Métro. Et puis, pour terminer aussi, je voudrais sincèrement remercier les laboratoires Bezin qui, effectivement, dans ces périodes un petit peu troubles et compliquées où on ne peut pas voyager, se rencontrer physiquement, eh bien, nous offrent ces opportunités donc d'échanger, même si ça ne remplace pas les réunions physiques, les échanges plus directs, eh bien, c'est quand même un moyen très, très intéressant de pouvoir donc échanger, de continuer donc à apprendre nos connaissances. Donc, j'espère que nous aurons l'occasion de vous rencontrer encore souvent et qu'on pourra à nouveau organiser ce type de réunion tous ensemble. Donc,
j'avais oublié de vous présenter le QCM donc, de Lorraine, qui était sur l'utilisation de la progestérone micronisée au premier trimestre de grossesse en cas de fausse couche spontanée inexpliquée. Quelle était la proposition exacte? La réponse, la progestérone micronisée peut être proposée systématiquement en prévention, quel que soit le nombre de fausses couches précédentes, mais je pense qu'après son exposé, donc la réponse, elle était non. La progestérone micronisée doit être proposée chez toutes les femmes de plus de 40 ans. Là aussi, elle vous a bien expliqué que la réponse était non. La progestérone micronisée doit être proposée systématiquement, bien évidemment non. Par contre, la bonne réponse était la réponse D. La progestérone micronisée doit être proposée en cas de saignement en début de grossesse. Et c'est là où il y avait donc des données importantes qui ont été présentées sur le plan scientifique chez les femmes ayant déjà eu au moins une fausse couche spontanée. Donc, merci à tous et j'espère à très bientôt.